Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Nous allons voir aujourd'hui l'enquête sur le complotisme fait par l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt. L'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Moi j'ai une théorie des lapins malins. Déjà, ça s'appelle enquête sur le complotisme, mais c'est en fait un simple sondage fait sur Internet, dont beaucoup de monde ont déjà signalé les failles méthodologiques, notamment la Tranchombier et le Stagirite, dont voici un extrait. Donc je voulais souligner le décalage entre la profusion d'informations intéressantes que contient ce sondage et la méthodologie franchement légère avec laquelle est construite l'indicateur principal, l'indicateur de complotisme. Et bien sûr, j'ai conscience que c'est plus difficile de fabriquer un bon questionnaire que de le critiquer derrière. Mais enfin, quand on voit quelle importance vont avoir ces chiffres, vont acquérir ces chiffres dans le débat public, on est vraiment en droit d'attendre un petit peu plus de sérieux. Fuyez les télévisions. Ensuite, nous allons voir les questions de cette enquête sur le complotisme. Alors, le sommaire, la méthodologie, dont il y a beaucoup à redire. C'est notamment ce qu'a fait la Tranchombier et le Stagirite, et aussi une autre personne d'ailleurs, aussi, je sais plus où il s'appelle, je l'ai vu aussi. Donc, mais nous allons voir les résultats de l'étude pour voir les questions. Le sentiment de valorisation de soi dans sa vie professionnelle. Question. Personnellement, dans votre vie professionnelle, pensez-vous que vous avez été, considéré conformément à votre valeur et à vos compétences? Moi, j'ai passé 4 années de ma vie en cabinet ministériel, sous 2 présidents de la République différents, sous François Mitterrand, que j'ai accompagné en Corée et au Kazakhstan. Quand je dis accompagné, je ne portais pas ces valises. J'avais rédigé les parties économiques et commerciales de ces dossiers. Il s'agissait de vendre le TGV entre Séoul et Busan, ce qui d'ailleurs a été obtenu. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite, auprès du gardien des 2 saintes mosquées à Riyad, qui nous avait reçus pour une réunion de travail modéré, à vrai dire, à 11h30 du soir. J'ai accompagné Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères, et M. Chirac, le président de la République, dans de nombreux déplacements à l'étranger lorsque j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon. Nous avons été reçus par l'empereur et l'impératrice. J'ai accompagné Jacques Chirac en Chine, à Chiang-Mai, où on a eu des réunions, une réunion de travail au plus haut niveau avec le président de la République populaire de Chine, à l'époque Jiang Zemin. J'ai accompagné Jacques Chirac en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, en Argentine, en Bolivie, à chaque fois faisant partie de 5-6 personnes admis à rencontrer le chef. Alors je ne parlais pas, moi je prenais des notes, mais c'était une atmosphère raréfiée. Ça m'a permis de voir sur le terrain ce que sont les relations internationales au plus haut niveau. Ça m'a permis de bien comprendre comment ça marche, de comprendre aussi, et c'est pas que je n'ai pas fait que ça aussi dans ma vie, j'avais été auparavant au ministère des Finances à m'occuper de commerce extérieur, à comprendre ce qui est une vérité d'évidence, mais encore faut-il l'avoir bien à l'esprit et l'avoir expérimenté, que l'on ne négocie pas avec des Chinois comme avec des Brésiliens, avec des Algériens comme avec des Japonais, avec des Allemands comme avec des Indiens, ou avec des Russes comme avec des Américains. Voilà. J'ai représenté la France à une canonisation à Saint-Pierre de Rome qui m'a permis de serrer la main de Jean-Paul II. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. J'ai, dans quelques cas, supplé mon ministre qui était en retard de 30 minutes, 45 minutes. Je me rappelle une fois où j'avais vraiment eu des sueurs froides. J'étais jeune à l'époque.
où j'avais, je le suis toujours, c'est vrai, où j'étais avec un ministre qui était terriblement en retard parce qu'il y avait la présidente du Sri Lanka, Madame Bandaranaike Kumaratunga. L'évaluation de son niveau de crédulité et de scepticisme. Question. Sur une échelle de 0 à 10, où la note 0 correspondrait à quelqu'un qui fait tout à fait confiance et qui croit tout ce qu'on lui dit, et la note 10 correspondrait à quelqu'un à qui on ne la fait pas et qui ne croit jamais tout ce qu'on lui dit. Où vous situeriez-vous personnellement? Vous avez déclaré sur TF1 « J'en ai assez de cette chasse aux complotistes qui stigmatisent les Français qui ont le droit d'avoir des doutes. » Oui, c'est le principe même des doutes. C'est le principe même du doute. Vous savez, Attends, excusez-moi. On va pas parler de la philosophie du doute, mais de quoi vous doutez, vous, François Asselineau? Eh bien, par exemple, de l'affaire syrienne. Là, on nous annonce d'un seul coup que Bachar el-Assad aurait gazé des enfants. Et vous n'y croyez pas? Eh bien, moi, je dis que nous n'en savons rien. Je dis que l'expérience antérieure nous donne, nous savons, le chat est chaud des craint l'eau froide. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire des armes de destruction massive qui étaient prétendues être de Saddam Hussein. C'est pas de l'eau froide, là, c'est pas très... Non, oui, mais attendez. Il y avait des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ou pas? Non, mais attendez, en 2003, je suis désolé. Il y a des armes chimiques chez Saddam Hussein ou pas? Eh bien, écoutez, chez Bachar el-Assad, moi, ce que je sais chez Bachar el-Assad, c'est qu'il y a eu l'affaire de la Ghouta, le massacre de la Ghouta en en août, 2013. Oui. Eh bien, le rapport très récent, 4 ans après, du MIT, c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des États-Unis, a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Je ne suis pas là pour défendre Bachar el-Assad, je suis là pour dire la vérité. Mais si, allez vous renseigner, Mais je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez aller vous renseigner. Et par ailleurs, mais allez vous renseigner. La fréquence de consultation de l'horoscope. Question. Personnellement, consultez-vous votre horoscope? Tous les jours? Au moins une fois par semaine? Environ une fois par mois? Jamais. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à un regard astrologique sur un candidat surprise à l'élection présidentielle 2017, François Asselineau de l'Union populaire républicaine. Il se distingue des autres candidats car il veut la sortie unilatérale et sans référendum de la France de l'Union européenne, et cela depuis 2007. Cette sortie est connue par le diminutif Frexit, composé des mots France et de exit, sortie, par analogie de construction avec le terme Brexit qui signifie Britain exit. François Asselineau propose la sortie de l'Union européenne non pas par xénophobie ou isolationnisme, mais pour que la France retrouve son indépendance nationale. En simplifiant un peu, le droit européen prime sur le droit français pour la politique économique et monétaire. Voici le thème astral de François Asselineau. Il est né le 14 septembre 1957 à 5h10 du matin à Paris. Didier Gélin est la source de l'heure de naissance. Il a ce qu'on appelle un double signe, c'est-à-dire qu'il a le soleil et l'ascendant dans le signe de la Vierge. François Asselineau a une très forte dominante en astrologie du signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, ici, est occupé par Pluton, l'ascendant, Mercure, le Soleil et Mars. Ce qui lui donne beaucoup de prudence et qui favorise la réussite avec des arguments concrets et une analyse critique poussée. Le moyen d'information principal sur l'actualité. Question. Pour vous informer sur l'actualité, quel type de médias utilisez-vous principalement? La télévision, Internet, y compris les réseaux sociaux, la radio, les journaux, la presse écrite, uniquement les réseaux sociaux. La première chose, c'est que ce qui vient de se passer montre qu'il y a en fait une espèce de formidable lutte d'influence aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, mais en France et dans la plupart des pays du monde, entre deux catégories de population. Il y a, j'allais dire, la population qui a pris l'habitude de s'informer sur les grands médias, voilà, les grandes télévisions, les grandes radios. Cette population, c'est une population vieillissante. On a eu des statistiques récentes qui montrent que l'âge moyen des personnes qui regardent, par exemple, France Télévisions est constamment croissant.
Je crois que l'âge moyen maintenant est supérieur à 60 ans. C'est quand même très très étonnant. Donc cette population est vieillissante et déclinante. Et puis il y a une autre partie de la population qui, elle, est en forte croissance et dont l'âge moyen est très bas, qui, elle, ne veut plus aller regarder les grands médias parce qu'ils savent, elle a compris que ces grands médias sont un poison qui passe son temps non pas à faire le métier de journaliste, mais un métier de propagandiste. Moi, je le vois bien. J'ai fait des conférences et des réunions publiques récemment. J'ai fait une réunion publique dans la Somme, dans un tout petit village où il y avait 1200 habitants, qui était à 25 km d'Abbeville, qui était une ville moyenne de 10 000 habitants, et à 65 km d'Amiens. Donc c'était vraiment au milieu de la campagne. Il y a eu 42 personnes qui sont venues, ce qui est un tour de force pour un petit village comme celui-ci. Il y a une journaliste du journal Le Monde qui a choisi, ça veut donc dire que le journal Le Monde regarde à la loupe tout ce que je fais. Ils sont pas venus à l'université d'Autun, où on a eu 3 fois plus de monde qu'à l'université d'été du Parti socialiste. Ils sont pas venus à Brest où j'ai fait 130 personnes, à Auch dans le Gers où j'ai fait 120. Non. Elle est venue dans ce tout petit village en espérant probablement qu'il y aurait 5 à 10 personnes. Il y en a eu 42 et elle a fait un article en disant une vingtaine, et ce ne sont pas des journalistes puisque ça ne va jamais sur le fond ou de façon très très superficielle, mais on a l'impression qu'ils sont commandés pour aller flinguer telle et telle personne, ou au contraire pour aller magnifier tel autre. La façon, par exemple, dont M. Macron, les journalistes reprennent à qui mieux qu'il a, je ne sais plus combien, 95 000 adhérents dans son parti, enfin n'importe quoi. Et ça, c'est fait sans l'ombre d'un sens critique. Alors, heureusement, il y a de plus en plus de gens dans le monde entier. On vient de le voir aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni, et on le voit en France, où il y a de plus en plus de gens qui ont décidé, une bonne fois pour toutes, d'arrêter d'être manipulés et d'aller chercher l'information qu'ils souhaitent par eux-mêmes, en allant voir des sites, en se faisant leur propre opinion sur la fiabilité de ces sites et en recoupant l'information. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Donc je lance un appel à tous les gens qui m'écoutent. Fuyez les télévisions et les grandes radios. Fuyez, pauvre fou. Ils ne veulent pas me donner la parole. On a saisi le CSA. On a saisi le défenseur des droits. Vous avez vu, je viens de le mettre sur le site internet, les deux lettres que nous avons reçues. Ce sont encore des fins de non-recevoir. Ils considèrent que les 200 000 Français qui ont voté pour l'UPR sont rien. Eh bien, fuyez-les. Faites comme les Américains ou comme les Anglais. Fuyez-les. Ne vous occupez plus de ces grands médias. Voilà. Le moyen d'information en ligne principal sur l'actualité. Question. Plus précisément sur Internet, quel type de sources, parmi les suivantes, utilisez-vous principalement pour vous informer? Les sites d'information des grands médias, les portails ou applications agrégateurs d'actualité, les sites de vidéos. La garantie de la neutralité d'Internet, de la neutralité du web. Écoutez, de toute façon, je ne peux que me féliciter qu'il y ait plus de chaînes de télévision, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas beaucoup invité. Moi, j'ai d'ailleurs donné une interview à des petites télé-web, parce que je trouve ça sympathique. J'ai des gens qui m'ont sollicité. Je vais leur porter ma parole, en tout cas, et la parole de l'UPR. Donc, si RT se crée et a réussi à diffuser, puisque je crois qu'ils avaient quand même obtenu l'autorisation de diffusion, eh bien, moi, je serai, s'ils m'invitent, bien entendu, je serai le premier à me rendre à Russia Today. Et je n'admettrai pas que quiconque me dise que c'est scandaleux d'aller parler chez les Russes. Je ne demande qu'une chose, moi, c'est de parler aux Français. De parler donc je lance ici un appel à TF1, à France 2, à France 3, à Canal, etc., iTélé, LCI, LCP, c'est tout ce qu'on veut. Je suis prêt à y aller dès demain. Mais je rappelle que depuis le soir du vendredi précédent le premier tour de l'élection présidentielle, nous avons été totalement interdits de médias. Y compris d'ailleurs pendant la campagne pour les élections législatives, ce qui est un déni total de démocratie et de droit. Donc là, nous allons envoyer encore une lettre au CSA sur ces questions, mais nous avons affaire à un verrouillage médiatique absolu, contre lequel, eh bien, il faut que nous nous mobilisions tous. Et j'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Je vois régulièrement des gens qui me disent « Mais alors qu'est-ce que vous faites ? On n'arrivera à rien si on n'est pas dans les médias. » Bon.
Mais j'aimerais quand même que les personnes qui font ce genre de critique se rendent compte d'une chose, une seule, c'est que nous avons des équipes ici, notamment Thibault Longeon ou François Xavier, qui passent un grand nombre d'heures à appeler les médias, jour après jour. Et lorsque on tombe sur un journaliste de renom qui dit « Non, je n'inviterai pas M. Asselineau jusqu'en 2022 », et quand on lui dit « Pourquoi ? Parce que j'en ai décidé ainsi », on fait quoi ? Donc, sachez bien que nous avons un œil extrêmement vigilant là-dessus, mais alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Nous sommes verrouillés. Voilà. Il faut donc comprendre pourquoi nous sommes verrouillés, et pourquoi des gens comme Mélenchon, Madame Le Pen, Philippot, eux ne sont pas verrouillés. Il y a bien une raison. Il y a bien une raison. Réfléchissez bien à ça. Nous sommes verrouillés exactement comme Charles de Gaulle était verrouillé en 40. De Charles de Gaulle, il passait pas sur Radio Paris. Hein. En 1940, 41, 42, l'équivalent d'Internet, c'était la BBC à Londres. Mais sur des radios nationales en France, ni De Gaulle, ni la Résistance, ni le Parti communiste clandestin ne passaient. Nous sommes dans cette situation. Le jugement sur le niveau de compromission des médias. Question. À propos des médias, journaux, radios, télévision, à laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ? Leur rôle est essentiellement de relayer une propagande mensongère nécessaire à la perpétuation du système, ou, étant largement soumis aux pressions du pouvoir politique et de l'argent, leur marge de manœuvre est limitée, et ils ne peuvent pas traiter comme ils le voudraient certains sujets. Ou bien, travaillant dans l'urgence, ils restituent l'information de manière déformée et parfois fausse. Et enfin, globalement, ils restituent correctement l'information et sont capables de se corriger quand ils ont commis une erreur. Monsieur Asselineau, Valentine Letès pour France Inter. Dans votre programme de 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes, présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau ? Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On l'avait vu, par exemple, au moment du référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs étaient pour. Et ça n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'au moment d'un référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs, sur toutes les radios, étaient pour. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas seulement que les responsables politiques qui s'expriment, il y a aussi les commentaires, il y a le nuage d'informations voilà, qui est tout autour. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, les journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Et les commentateurs ne sont pas forcément des journalistes, déjà. Comment ? Pardonnez-moi, mais les commentateurs ne sont pas forcément... C'est vrai, vous avez raison. Mais alors justement, pour l'exemple... C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais c'est vrai. Mais par exemple, les commentateurs, on pourrait avoir des commentateurs voilà, qui soient, par exemple, pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc on choisit comment ? On leur demande de présenter des cartes de parti Non, on demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, c'est l'éthique du journalisme, madame. C'est l'éthique du journalisme qui fixe la grande charte du journalisme fixée en 1971 par des journalistes eux-mêmes. Voilà. On peut la rendre obligatoire en application dans les grands médias. Non, mais qu'il y ait une diversité d'opinions. De toute façon, les grands médias privés feront ce qu'ils voudront. Mais les grands médias publics, excusez-moi, mais puisque vous parlez de France Inter, madame, est-ce que vous trouvez qu'il est normal ? Oui, est-ce que vous trouvez qu'il est normal que lorsque un de nos adhérents récemment a demandé à M. Patrick Cohen pourquoi un mouvement politique qui a 190 000 électeurs, prouvé en décembre 2015, 190 000 personnes donc qui potentiellement payent la redevance audiovisuelle, que ce parti qui a pratiquement 1% des suffrages, que ce parti politique est en très forte croissance, est-ce que vous trouvez normal je n'ai jamais été invité une seule fois
en 10 ans à une matinale sur France Inter. Et est-ce que vous trouvez normal que lorsque un de nos militants, je ne savais même pas qui c'était, moi je ne suis pas... Est-ce que vous trouvez normal que lorsqu'un de nos militants demande pourquoi est-ce qu'il ne m'invite pas, M. Patrick Cohen dit « Je m'en passe très bien, merci beaucoup, il ne représente rien ». Est-ce que vous trouvez ça normal de la part du service public? Moi, je considère que ça n'est pas normal. Le jugement sur la réalité du réchauffement climatique. À propos du réchauffement climatique, avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d'accord? Il est certain que c'est un problème causé principalement par l'activité humaine. Ou bien, on ne sait pas encore clairement si le réchauffement climatique provient de l'activité humaine ou des rayonnements solaires. Ou bien, on n'est même pas sûr encore que le climat se réchauffe. Ou bien, le réchauffement climatique n'existe pas. C'est une thèse avant tout défendue par des politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. Nous allons lancer aussi toute une politique de lutte contre le gâchis. En réduisant l'énergie consommée par les bâtiments en France, j'en viens d'en parler, en diminuant les gaspillages industriels, en favorisant un système industriel sobre en consommation de ressources naturelles, en dynamisant et en développant les circuits courts et le local, j'en ai déjà parlé. Nous créerons une taxe verte à l'importation, une taxe sociale environnementale sur les productions importées ayant des standards écologiques et sociaux de production plus faibles que nos exigences françaises. Bien entendu, ceci est impossible dans le cadre européen. Et nous négocierons ceci, si nécessaire, à l'Organisation mondiale du commerce, où nous reprendrons notre place pleine et entière, puisque nous ne serons plus dans l'Union européenne. Nous ferons également les promoteurs de la préservation de l'environnement sur la scène internationale. Nous promouvrons la redéfinition des objectifs justement de l'Organisation mondiale du commerce auprès de nos partenaires en proposant justement l'inclusion de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles dans la politique générale de l'OMC. Nous mettrons un terme aux exportations sauvages de déchets dangereux parce qu'il n'est pas normal de transformer tel ou tel pays d'Afrique en dépotoir des déchets dangereux des pays occidentaux. Et puis nous veillerons à protéger la santé mondiale par des initiatives à l'Organisation des Nations Unies pour la réduction des antibiotiques dans l'agriculture et des perturbateurs endocriniens. Nous orienterons la mobilité pour améliorer l'amélioration de la qualité de la vie et de l'environnement. Nous résorberons les embouteillages perpétuels et la saturation urbaine qui provoquent une pollution conséquente. Nous mettrons en œuvre un grand plan en faveur du train à moyenne vitesse. Nous favoriserons davantage les transports en commun et les transports alternatifs, les transports doux. Nous allons réduire nos effets de gaz à effet de serre dans le cadre de la COP21, mais rien ne nous interdit de faire mieux que les engagements que nous avons pris. Nous garantirons l'indépendance des scientifiques qui travaillent sur le climat et l'énergie, et nous faciliterons la recherche dans ce domaine. Nous leur laisserons une totale liberté de travail et de réflexion. Nous mettrons la science et l'expérimentation au service de la résilience de nos sociétés et à la protection de l'environnement, en conciliant la recherche économique et la recherche écologique en France, en développant et en soutenant la recherche dans les technologies à haut potentiel écologique, en favorisant le développement d'expériences locales réussies, toutes les innovations sociales possibles après études et projets pilotes, en soutenant le secteur des économies d'énergie, en particulier par un accent porté à la rénovation énergétique des bâtiments anciens. L'adhésion à différentes affirmations sur l'immigration. Question. Pour chacune des opinions suivantes que l'on peut entendre à propos de l'immigration, indiquez si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, ou pas d'accord du tout.
C'est un processus inquiétant, qui pose des problèmes de coexistence entre des cultures très différentes et menace à terme notre mode de vie. Les pays européens ont le devoir d'accueillir les personnes poussées à l'exil par la guerre et la misère, et c'est aussi leur intérêt économique à long terme. C'est un projet politique de remplacement d'une civilisation par une autre, organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques, et auquel il convient de mettre fin en renvoyant ces populations d'où elles viennent. C'est un phénomène inévitable, compte tenu du vieillissement de la population européenne et des conditions de vie de ces populations dans leur pays d'origine. La raison numéro 5, c'est qu'il faut maîtriser les flux migratoires afin de ne déstabiliser ni la société française, ni les sociétés des pays d'émigration. C'est un sujet empoisonné. Je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé n'est ni de droite, ni de gauche, il rassemble des gens de tous les horizons. Et c'est un sujet sur lequel je parle toujours avec beaucoup de prudence, parce que je sais trop qu'il y a derrière des drames humains considérables. Donc ce que nous disons, c'est que plutôt que les Français se disputent, et on les fait se disputer sur ce sujet de façon vicieuse, parce que c'est un sujet empoisonné, avec évidemment derrière tout ce que l'on peut imaginer en termes de fantasmes, en termes de submersion, de péril jaune, de péril ci, de péril ça, d'islamisation. Donc ça, c'est un sujet rêvé pour que les Français se disputent. C'est comme le mariage pour tous, sans jamais parler des vrais sujets qui sont derrière. Si l'on veut réguler l'immigration, à ce propos, je signale que le mouvement que j'anime est un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons donc parmi nos adhérents des gens qui sont en faveur d'une politique très ferme sur l'immigration, d'autres qui sont en faveur d'une politique souple, d'autres qui sont en faveur de politique immigrationniste. Et c'est normal que tout le monde se retrouve chez nous, puisque tout le monde considère que la priorité des priorités, si l'on veut traiter de cette question, c'est d'arrêter d'envenimer le débat, comme certains prennent un malin plaisir à le faire, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est de toute façon pas la France qui décide des questions migratoires depuis le traité d'Amsterdam, où ces pouvoirs ont été transférés à l'Union européenne, notamment les articles 67, 77 et 79 du TFUE, qui réglementent l'espace Schengen, les visas Schengen, les politiques d'asile, les politiques de renvoi à la frontière. Tout ça est décidé par Bruxelles. Personne n'en parle en France. On fait mousser des débats en France, alors que les grandes décisions stratégiques sont décidées ailleurs. Alors, je terminerai ce propos sur la scène politique française par les déclarations pour le moins surprenantes de M. Dupont-Aignan, qui a déclaré que, à partir de dernières statistiques démographiques de l'INSEE, que la France était victime du grand remplacement. Il a utilisé la formule même, le grand remplacement, qui, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une théorie conspirationniste et qui consiste à penser qu'il y a un grand plan consistant à substituer à la population française d'origine, qui remonte à 2500 ou 3000 ans, de substituer, l'air de rien, une population venue des pays du Sud et notamment venue du monde arabo-musulman. Voilà. Alors, bon. Nous sommes en démocratie. Donc en démocratie, moi je suis favorable, je ne suis pas pour la police de la pensée. J'estime que tout le monde, normalement, peut s'exprimer et peut dire ce qu'il veut. Bon. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste au dernier degré, et qui également consiste en fait à jeter de l'huile sur le feu et à entretenir un climat de guerre civile. C'est le contraire même du sens des responsabilités que doit avoir quelqu'un qui veut accéder à la présidence de la République. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est sur la grande dangerosité qu'il y a je m'adresse ici à tous les Français, à tous les électeurs, à faire confiance à des responsables politiques qui leur mentent, comme M. Montebourg, qui se font financer par des grandes banques alors qu'ils se prétendent des révolutionnaires, comme M. Mélenchon ou comme M. Macron, ou qui changent de point de vue comme de chemise. Monsieur Dupont-Aignan a fait des alliances avec la planète entière. Le jugement sur l'intégrité des élections organisées en France. Question. Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ou plutôt pas d'accord
du tout avec l'affirmation suivante: les élections en France sont organisées de manière suffisamment transparente et sûre pour éviter les tricheries et assurer la réalité des votes. La solution, ça n'est pas de s'abstenir. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, de toute façon, je m'abstiens, etc. Lorsqu'il y aura 80% d'abstention, on verra bien. Je peux dire aux gens qui raisonnent comme ça que lorsqu'il y aura 80% d'abstention, ça ne changera absolument rien. On a déjà eu le cas, il y a des élections européennes en Slovaquie la dernière fois où il y a eu 80% d'abstention. Les députés slovaques au Parlement européen, ils ont été élus, et puis voilà. Donc, les gens qui pensent que s'abstenir, c'est une solution, se trompent complètement de diagnostic. Ça ne gêne absolument pas les dictateurs qui nous dirigent et que le peuple s'abstienne. Regardez aux États-Unis, il y a depuis des décennies et des décennies 50 à 60% d'abstention au moment de l'élection présidentielle. Le système continue parfaitement comme il est. Donc la solution, ce n'est pas l'abstention. J'invite donc tous vos auditeurs à se mobiliser pour aller voter. Et à voter pour qui? Pour, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, à voter pour l'UPR. Mais pourquoi voter pour l'UPR? C'est parce que nous sommes un parti réellement différent de tous les autres, puisque nous sommes le seul parti totalement blacklisté des grands médias. Et donc il doit bien y avoir une raison pour ça. C'est que nous disons des choses que les autres médias ne disent jamais et ne veulent surtout pas que les Français sachent. Alors qu'avec M. Macron, en fait, c'est un inconnu qui a été élu à la faveur d'une opération de manipulation médiatique qui restera dans les annales. Ce ne sont pas les Français qui ont élu M. Macron, en fait. En fait, ce sont les grands détenteurs des médias qui ont catapulté, qui ont lancé M. Macron comme une nouvelle lessive. Et en fait, les Français ont fait un achat d'impulsion, comme on dirait en marketing. Voilà. Ils ont tellement vu de publicité, vous savez, c'est comme pour le Big Mac de chez McDo. Là, c'est le Macron de chez McDo. Donc ils en ont tellement vu qu'ils se sont dit, tiens, on va l'acheter. Et puis après, en général, ça se termine mal parce qu'on s'aperçoit que c'est assez bourratif et que c'est pas très bon. Bon. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une inquiétude. On ne sait pas notamment comment M. Macron va réagir s'il y a des grandes... Et il y aura forcément des grandes crises sociales, politiques ou des grandes crises internationales. Il y a une deuxième chose aussi à laquelle je voudrais réagir, c'est la sociologie qui a porté au pouvoir M. Macron. D'après les premiers résultats de sondages de sortie des urnes, il apparaît que M. Macron n'a pas du tout été porté au pouvoir par une masse de jeunes. Ce sont les gens de plus de 65 ans qui ont voté massivement pour M. Macron. Et ce sont les catégories socio-professionnelles supérieures, les CSP+. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des biens, qui sont des personnes âgées, et qui sont d'ailleurs les mêmes qui avaient voté oui majoritairement au référendum de 2005 sur l'Europe, c'est-à-dire des personnes âgées et très pro-européennes qui ont voté pour M. Macron. C'est là le cœur de cible. C'est un petit peu le gendre idéal, comme on avait pu le dire, de tel ou tel autre responsable politique qui a été élu. On n'a donc pas du tout affaire, et c'est ça qui donne quelque chose d'artificieux. On a l'impression, c'est présenté dans les médias comme si c'était une nouvelle vague, un renouvellement complet, mais un renouvellement, en fait, un renouvellement qui a été voulu par des personnes âgées. J'exagère un peu, il y a aussi des jeunes qui ont voté pour M. Macron, mais d'après ce que l'on croit savoir, ça serait plutôt le profil des écoles de commerce, de Sciences Po, etc. C'est-à-dire des jeunes qui sont bien installés dans la vie. C'est pas les jeunes qui sont au chômage, ce sont pas les jeunes qui ont très peu de diplômes. Eux, ils n'ont pas voté pour M. Macron. À présent, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Les jugements sur le niveau de compromission du gouvernement américain dans le 11 septembre. 11 septembre 2001, pas 11 septembre 1973 au Chili. Faut pas confondre. Question. À propos des attentats du 11 septembre 2001, à New York et à Washington, avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d'accord? Les États-Unis ont été totalement surpris par l'attaque terroriste la plus meurtrière de leur histoire. Au sein du gouvernement américain, certains étaient informés des attentats, mais ont délibérément laissé faire pour ensuite justifier une intervention militaire en Afghanistan et en Irak. Des membres de l'administration et du gouvernement américain
ont planifié et orchestré activement les attentats du 11 septembre. Vous qui voyez des complots partout, on ne vous a jamais entendu sur le 11 septembre. Est-ce que c'est un coup de la CIA, là aussi? D'abord, je ne vois pas des complots partout. Je m'inscris en faux. Ça fait partie d'une campagne de dénigrement qui n'est pas correcte dans le cadre d'une campagne électorale. Mais le 11 septembre, je n'ai pas pris de position sur le 11 septembre. Je n'ai jamais évoqué ce sujet. Et pour quelle raison? Parce que vous pensez que la version officielle est exacte? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. D'ailleurs, puisque vous êtes journaliste, vous devriez vous intéresser à ce que pensent les Français. Moi, ça n'est pas le sujet. Non, mais le 11 septembre, vous prétendez à la plus haute fonction de l'État. C'est normal d'avoir une opinion sur le 11 septembre. Mais demandez donc aux autres candidats la même chose. Moi, je veux faire respecter la Constitution. Je veux être le candidat du Frexit, celui qui va permettre aux Français de reprendre leur souveraineté et leur indépendance et de nous sauver du désastre de l'euro, parce que l'euro, on n'en a malheureusement pas parlé, est en train de nous entraîner dans un désastre. On en a parlé au début. Le 11 septembre, vous n'en pensez rien. Ou ça vous dérange qu'on vous pose la question, le simple fait de vous poser la question vous dérange? Mais je ne vois pas pourquoi on me pose cette question à moi plus qu'à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez une position sur certains événements qui n'est pas la même que les autres. Ça vous mais c'est pas du tout. Encore une fois, vous insistez, mais je regrette de ne pas vous avoir montré tous les éléments. Les informations que je vous donne, ce sont celles que j'ai retirées de la presse, n'est-ce pas? D'ailleurs, écoutez. Ce qui intéresse les Français, c'est pas ça. Ce qui intéresse les Français, c'est le chômage. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir de la spirale du chômage? Si on sort de l'euro, nous pourrons gagner en l'espace de 2 ans 1 à 2 millions de chômeurs en moins de catégorie A. Ça, c'est un vrai sujet. Le jugement sur la gravité et la réalité du génocide des Juifs. Question. À propos du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, diriez-vous que c'est un crime monstrueux? C'est un drame parmi d'autres de cette guerre, qui a fait beaucoup de victimes. C'est une exagération, il y a eu des morts, mais beaucoup moins qu'on le dit. C'est une invention, tout cela n'a jamais existé. Plusieurs ouvrages, et notamment celui-ci, un ouvrage d'Anthony Sutton, qui était un chercheur, un universitaire anglais, américain, qui était très, comment dirais-je, extrêmement précis, qui a sorti des ouvrages à tomber à la renverse, de précision, et notamment Wall Street et l'ascension de Hitler. En mettant toujours un cloaque de mensonges, de tromperies, de duplicité, Anthony Sutton révèle l'un des faits les plus marquants et pourtant jamais rapportés de la Seconde Guerre mondiale, que des banques de Wall Street et des grandes entreprises nord-américaines ont soutenu l'ascension de Hitler vers le pouvoir en finançant l'Allemagne nazie, en faisant des affaires avec elle. Alors on va citer quelques exemples. L'exemple par exemple de IG Farben, une société allemande, il n'y a pas que les Américains. Durant la guerre, IG Farben soutint le gouvernement nazi qui l'associa dès 1940 à l'ordre économique nouveau, en lui permettant de bénéficier d'une main-d'œuvre quasi gratuite. Début 1941, IG Farben employait 12 360 étrangers, dont 2162 prisonniers de guerre, et disposait d'un bloc économique allant de Bordeaux à Sofia, c'est-à-dire cette volonté d'avoir un grand marché européen, tout en poursuivant une stratégie de cartel visant à dominer le marché mondial de la chimie des colorants. En novembre 1940, Hermann Göring, qui était le numéro 2 du régime, chef du plan économique de 4 ans, négocie avec la société IG Farben Industries l'installation d'une usine en Silésie sur une zone d'activité, une espèce de zone industrielle, qui a accueilli aussi des usines de Krupp, le grand armateur, Siemens, notamment les matériels électriques, et d'autres, à 7 km environ au nord-est du camp d'Auschwitz, choisi car bien relié à Berlin, Varsovie et Vienne, choisi aussi parce qu'on y disposait d'une main-d'œuvre gratuite, c'était notamment les prisonniers des camps de concentration. IG Farben a financé le camp de Auschwitz III, qui était un sous-camp dépendant d'Auschwitz, construit en octobre 1942 comme un Arbeitslager, un camp de travail. Alors, on parle toujours des camps de travail de Hitler, mais on ne dit jamais pour qui il travaille, quel était l'objectif de ceux qui le faisaient travailler. Comprenant une forte composante d'extermination. Il contiendra environ 12 000 prisonniers, surtout juifs, sans femmes, avec quelques prisonniers de droit commun et politique. De plus, l'une de ses filiales, la Degech, produisant le gaz Zyklon B, initialement utilisé comme insecticide et raticide, en produira de grandes quantités pour les nazis, qui les utiliseront dans les camps de concentration, dans certains des camps de concentration, à des fins d'extermination. Ici, on voit une photo avec Heinrich Himmler, qui était à la tête de la SS, et Max Faust, qui était un des principaux dirigeants de la compagnie IG Farben, compagnie allemande. La notoriété de différentes théories complotistes. Question. Pour chacune des affirmations suivantes,
Indiquez si vous en avez déjà entendu parler. Et je vais regrouper ceci avec la partie suivante. Et donc je le regroupe avec cette partie-ci qui est sur l'adhésion à différentes théories du complot. Question. Et pour chacune des opinions suivantes, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, ou pas d'accord du tout? Première affirmation. Le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité de la nocivité des vaccins. Je ne remets pas en cause le principe de la vaccination. La vaccination, il suffit de voir l'évolution des maladies comme par exemple la tuberculose ou autre, c'est quand même considérablement a disparu quasiment, ou la variole a quasiment disparu sur Terre, ou en tout cas dans les pays développés. J'avance sur des œufs, je résume la pensée. Moi, je suis convaincu que la vaccination est une bonne chose. Je suis pas forcément hostile à des évolutions sur le nombre de vaccinations, mais la moindre des choses, c'est qu'il y ait un processus démocratique où tout le monde puisse être entendu, y compris les associations qui militent ardemment contre la généralisation de la vaccination à outrance, y compris que l'on mette sur la table les études qui, paraît-il, auraient pu être faites et qui auraient pu montrer, dans certains cas, des liens entre les vaccins contre l'hépatite B ou contre telle ou telle autre maladie, et puis des maladies auto-immunes comme le développement de l'autisme ou de la sclérose en plaques. Il y a des études contradictoires qui existent sur le sujet, mais c'est à prendre quand même en considération. Il faut que la population française soit rassurée sur le sujet. Deuxième affirmation. La CIA est impliquée dans l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas. Et c'est pour ça que je parlais en introduction de théorie du complot, parce que moi j'estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mal dites et donc qui laissent penser que tout le système occidental est là-dedans. Même si effectivement il y a énormément de choses qu'on a à dire par rapport au système occidental. Je ne peux pas laisser dire ce qui vient d'être dit, parce que c'est une façon désormais de frapper de sidération tout débat en France. C'est que dès que vous commencez à rechercher les choses, à citer les études les plus sérieuses, Interpol, des universitaires, etc., dès que ça n'est pas conforme à la doxa, on vous sort théorie du complot et amalgame. Vous savez que cette idée de théorie du complot a été elle-même bâtie par la CIA, on a d'ailleurs toutes les preuves, pour essayer de contredire les rumeurs insistantes qui circulaient sur l'affaire de l'assassinat de Kennedy. Désormais, en France, dès que vous commencez à dire des choses qui ne sont pas conformes à la doxa dominante, à ce qui est le périmètre est très étroit de ce qui est autorisé sur les grands médias du pays, on vous taxe de théorie du complot, vous n'avez plus le droit de parler. Eh bien, figurez-vous que ça marche de moins en moins. Parce que les Français sont pas bêtes. Les gens sont pas stupides. Ils vont se documenter sur Internet de plus en plus. Et puis, justement, Internet a révolutionné la chose. Bien entendu. A permis un contact direct entre le citoyen et les élus, les experts. Alors, je sais que monsieur va me dire qu'on trouve tout sur Internet, mais c'est vrai qu'on trouve sur Internet. Tout au contraire. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur les médias, les grands médias? Sur les grands médias, on trouve essentiellement de la propagande et des mensonges. Voilà la réalité de la situation. Troisième affirmation. Le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. Et quoi d'autre? Quatrième affirmation. Les groupes terroristes djihadistes, comme Al-Qaïda ou Daesh, sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux. Plusieurs choses à dire sur le terrorisme. La première chose, c'est effectivement d'arrêter de ces guerres illégales et prédatrices qui sont lancées par l'Occident. On peut être pour, on peut être contre le régime de Bachar el-Assad, de Saddam Hussein, de Kadhafi, ça c'est une autre histoire. Mais enfin, l'Organisation des Nations Unies, la charte de l'ONU précise qu'on n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Bien. Désormais, l'Occident passe son temps à déstabiliser tous ces États. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que ça ne peut favoriser que un état d'anarchie généralisée, la misère, le malheur, et en définitive la montée de l'islamisme. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, arrêtons et respectons le droit international. C'est une des raisons pour lesquelles il faut sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union. La deuxième chose qu'il faudrait faire aussi, c'est que l'Occident arrête de donner des financements par des voies détournées qui s'appellent le Qatar ou l'Arabie Saoudite à des mouvements comme Daesh, l'État islamique,
où il y a quand même beaucoup à dire, n'est-ce pas? D'où viennent les financements? D'où viennent les armements? D'où viennent les munitions? Où ont été formés tous ces gens? Quel est le rôle exactement des États-Unis dans toute cette histoire? Vous savez qu'ils financent un truc, ils font semblant de combattre ce qu'ils promeuvent par ailleurs. Tout ceci pour déstabiliser. C'est pervers, hein, c'est d'une extrême perversité. Il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Ah! Alors, d'abord, je voudrais réagir sur la formulation que vous avez dite de théorie du complot. C'est volontaire. J'aimerais savoir en quoi est-ce que nous avons formulé la théorie du complot et qu'est-ce que c'est pour vous la théorie du complot. Je voudrais signaler à ce propos, et j'attire l'attention de tous les auditeurs et tous les gens qui veulent bien l'écouter, sur ce qui s'est passé au mois de juillet de l'année dernière, je crois de mémoire que c'était le 21 juillet 2014, dans le journal Le Monde. Vous n'allez pas me dire que le journal Le Monde est un journal complotiste. Le journal Le Monde a fait état d'un rapport de plusieurs centaines de pages qui a été édité par une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch. Un travail très approfondi qui a été fait par notamment des universitaires, d'où il ressortait que dans un très grand nombre de cas d'attentats dits islamistes, c'était en fait le FBI qui était derrière. Et le FBI profitait du manque de discernement, de caractère paumé de certaines personnes pour leur donner de l'argent, leur donner des armes, les droguer et les inciter à aller commettre des attentats. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Ça a été repris par France 2, et vous avez une ONG qui a fait avec des universitaires, des chercheurs qui ont fait ça de façon très. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vaut certains ONG. On a vu énormément d'ONG aussi qui nous ont sorti des rapports qui n'ont ni queue ni tête parfois, et qui sont malheureusement parfois repris aussi par des journaux, et que malheureusement. Et que malheureusement, c'est repris aussi dans les réseaux, c'est repris aussi. Enfin voilà, on a quand même pas mal de choses comme ça. On a quand même pas mal de choses comme ça. Dire qu'aujourd'hui, d'une ONG, dire que le FBI paye effectivement, finance des gens, et puis en plus il les envoie, etc. Non, c'est bien de le dire. Mais bon, faut quand même amener d'autres preuves que des ONG, des ONG qui font des rapports sur un certain nombre d'éléments. Mais moi, ce qui m'intéresserait au-delà de tout ça, attendez, c'est quand même pas rien ce que je viens de dire. Excusez-moi, oui, mais bon, c'est quand même pas rien. Oui. C'est quand même pas rien. Je note donc que vous considérez, on va prévenir le journal Le Monde, donc il est complotiste et conspirationniste. Je pourrais aussi, vous devriez aller regarder par exemple sur notre site internet ou sur Google, quand vous voyez Madame Hillary Clinton elle-même, qui lors d'une audition, je crois que c'était à la Chambre des représentants ou au Sénat des États-Unis, a dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. C'est bien, elle est conspirationniste, elle est complotiste, et elle dit quoi, Madame? Elle a perdu la raison lorsque le Canard enchaîné. Hillary Clinton, elle n'a pas dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. Madame Hillary Clinton, elle avait dit que les États-Unis avaient financé effectivement des rebelles, dont Al-Qaïda. D'accord, pour effectivement Bachar al-Assad. La différence, elle est quand même énorme entre ce que vous dites et ce qu'elle a dit. Elle est quand même énorme entre, oui, c'est les États-Unis qui ont financé, qui ont limite la manière que vous dites. Et en plus, je suis pas pour effectivement le système un peu à l'américaine, mais au-delà de tout ça, il faut justement faire attention aussi au niveau des mots. Attendez, vous maîtrisez les mots aussi bien. Non, je ne mange pas du monde. Vous expliquez, vous dites que Madame, à juste titre, que Madame Hillary Clinton a reconnu qu'elle avait financé Al-Qaïda, et vous trouvez que c'est très différent de ce que j'ai dit. Non, je suis désolé. Non, vous parlez de création. C'est différent. Mais c'est pareil. C'est pareil. Quand vous êtes au milieu du désert, si vous donnez de l'argent et des armes, vous créez quelque chose. Al-Qaïda existait. Ils ont financé. Il faut savoir que Al-Qaïda a été alimenté aussi par les militaires de l'Irak aussi, puisqu'il y a une grande partie des Irakiens, des militaires irakiens qui ont rejoint Al-Qaïda parce que il y a eu effectivement une déstabilisation là effectivement de ce pays-là. Donc voilà. Après les moyens ils les ont trouvés aussi via les pays de l'Est aussi au niveau des armes, puisqu'il y a quand même beaucoup d'armes qui ont circulé au départ de ça. Et après il y a eu effectivement un financement parce que l'ennemi juré de tout l'Occident, c'était effectivement Bachar al-Assad. Voilà. Mais pourquoi d'ailleurs, à votre avis? Pourquoi est-ce que Bachar al-Assad est devenu l'ennemi juré de l'Occident? C'est simplement parce qu'il y a derrière, ça sent le pétrole, parce que derrière, il s'agit notamment de faire transiter le pétrole qui pourrait aller en Europe et qui pourrait contourner la fourniture vers le gaz russe. On est dans la grande géopolitique, et face à ça, si vous voulez, les grandes théories sur les droits de l'homme ne pèsent rien. Je peux vous assurer que pour ce qui me concerne, moi je suis allé en Syrie il y a une vingtaine d'années, je peux vous assurer que c'était un pays, c'était pas sous Bachar al-Assad, c'était sous l'égide de
son père. C'était un pays qui était bien entendu une dictature, mais encore une fois pas pire, même bien moins pire que l'Arabie Saoudite, qui est soutenue à bout de bras par les Occidentaux. En Syrie, sous le régime, ce sont des régimes laïques que les Américains ont voulu détruire, des régimes laïques de parti basse, inspirés largement de la laïcité à la française, pour promouvoir le wahhabisme et le salafisme, qui sont une lecture qui ne représente pas plus de 10% d'ailleurs des croyants de l'islam, une lecture complètement rigoriste et complètement critiquée d'ailleurs par beaucoup de savants musulmans eux-mêmes, une lecture complètement déconnectée des réalités que font ces pays, et qui amène l'Arabie Saoudite à avoir un régime de nature médiévale. C'est ça que soutiennent actuellement les pays occidentaux. Je suis désolé de vous le signaler. Cinquième affirmation, la Révolution française de 1789 et la Révolution russe de 1917 n'auraient jamais eu lieu sans l'action décisive de sociétés secrètes tirant les ficelles dans l'ombre. Non, je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis dans aucune obédience. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, non, ma femme n'est pas franc-maçonne. Il y a eu une photo qui circule où on me voit en train de rire avec une femme qui est Marie-France Coquart, qui était effectivement franc-maçonne. C'était pour les élections municipales de Paris en 2001. Ça n'est pas ma femme, je ne la connaissais pas avant ces élections, je ne l'ai pas revue ensuite. Donc voilà, que les choses soient claires sur cet aspect des choses. Bon. Troisièmement, oui, bien sûr, j'ai rencontré des francs-maçons. Je crois d'ailleurs, on en a quelques-uns qui sont à l'UPR qui se sont fait connaître à moi, très peu, mais je crois enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître. Voilà. Moi, je ne suis. Oui, je sais le poids de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les grandes valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont des valeurs de la maçonnerie traditionnelle. On ne peut pas comprendre le siècle des Lumières si on ne comprend pas cela. Et d'ailleurs, il y a des critiques venues des cercles monarchistes en France qui disent, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, de dire la République c'est le fruit des Lumières, de la franc-maçonnerie, etc. En revanche, je trouve là où ils ont tort, c'est quand ils disent voilà, il faudrait rétablir un régime monarchique parce que ça réglerait les problèmes de la France. Je connais ce discours, je connais des monarchistes. Et je dis d'ailleurs au passage, il y en a qui m'écoutent, je leur dis que quand on voit les monarchies en Europe, elles ne font pas mieux que la République française. La monarchie en Espagne, c'est pas parce qu'il y a une monarchie en Espagne qu'ils n'obéissent pas aux directives de Bruxelles, qui ne sont pas soumis aux contraintes de la Banque centrale européenne, qui ne sont pas en train d'entraîner le pays vers le tombeau à cause de la cherté de l'euro, et même le pays à la désintégration avec la politique des euro-régions. Donc le fait qu'il y ait un Bourbon d'Espagne à la tête du trône à Madrid ne change rien à la situation. Hein. Donc ça, je me permets de dire ça aux monarchistes. Pour revenir à la question sur la franc-maçonnerie, oui, j'ai déjà rencontré, bien sûr, des francs-maçons. Moi, je parle à tout le monde quand les gens veulent bien me parler. Hein, donc, aucun problème. J'avais même été approché par quelqu'un du Grand Orient qui m'avait proposé d'aller faire une conférence au Grand Orient rue Cadet à Paris. J'avais dit oui, tout à fait, j'étais d'accord, à la condition que ce soit une conférence ouverte au public. Voilà. C'est ce qu'ils appellent des tenues ouvertes, etc. Ça ne m'a pas été accordé. On m'a dit non, il faudrait que ça soit une réunion totalement fermée, etc. Je dis non, moi je n'ai rien à cacher. Voilà. Moi je n'ai rien à cacher, je n'appartiens pas à la franc-maçonnerie, je veux tout à fait bien parler aux sociétés de philosophie, comme elles s'appellent elles-mêmes, aux sociétés, je suis d'accord pour parler, notamment pour parler de la question de la construction européenne. Sixième affirmation. Il existe un projet secret appelé Nouvel Ordre Mondial et consistant à mettre en place une dictature oligarchique planétaire.
Je ne veux pas sortir de l'OMC et du FMI, pas plus que je ne veux sortir de l'ONU, parce que il faut être raisonnable. On ne va pas sortir de tout, on ne va pas devenir le royaume ermite comme la Corée du Nord, qui d'ailleurs est membre de l'ONU. Parce qu'à l'OMC, ça fait partie de ces structures où il vaut mieux être dedans que dehors. Au Fonds monétaire international également. En tout cas, c'est mon point de vue. À l'Organisation mondiale du commerce, vous avez 150 États. Il y a 190 États, 192, 195 États dans le monde, mais beaucoup de tout petits États. Mais la quasi-totalité des États du monde, ils sont à l'OMC. Pareil, au Fonds monétaire, il y en a moins, au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne ou avec l'OTAN. L'Union européenne, c'est 28 États, bientôt 27. L'OTAN, c'est une trentaine d'États, je ne sais plus combien exactement. Donc c'est une toute petite minorité par rapport aux 195 États du monde. Donc nous sommes, je crois, très logique, on est pour la France ouverte vers l'universel. Il y a des gens qui disent oui, il faudrait sortir de l'ONU. Non, parce que moi je suis quelqu'un de raisonnable. Et je ne veux pas que la France fasse cavalier seul dans tous les domaines et qu'elle n'en fasse qu'à sa tête. Ça se terminerait d'ailleurs très mal. Il doit y avoir un concert des nations, comme on disait en 1815 à la fin des guerres napoléoniennes. Le concert des nations, c'est-à-dire que l'humanité se répartit en nations, souveraines et indépendantes, et elles ont besoin de concertation. Elles ont besoin de concertation dans des cénacles particuliers. Donc l'Organisation des Nations Unies, c'est le principal cénacle. Et il y a à l'intérieur de ce cénacle la Cour internationale de justice qui permet de régler les différends pour éviter d'en venir à la guerre. Lorsque des États ont des conflits, ils règlent ça à la Cour internationale de justice. Il y a d'autres institutions comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé où on essaye ensemble, parce que les épidémies ou les pandémies n'ont pas de frontières physiques, elles peuvent traverser les continents. Donc on essaie de mettre ensemble toute l'humanité entière à contribution pour essayer d'avoir une politique intelligente vis-à-vis des épidémies, des pandémies, vis-à-vis des nouvelles menaces qu'il peut y avoir sur la santé. Pareil pour l'Organisation météorologique mondiale, pareil pour Interpol, par exemple, pour la coopération des polices pour lutter contre la grande criminalité, les trafics, des trafics en tout genre, etc. Pareil pour l'Agence internationale pour l'énergie atomique, etc. 7e affirmation. Certaines traînées blanches, créées par le passage des avions dans le ciel, sont composées de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues secrètes, ce qu'on appelle les chemtrails. Et quoi d'autre? 8e affirmation, conspirationniste. Dieu a créé l'homme et la terre il y a moins de 10 000 ans. Et quoi d'autre? 9e affirmation. Les États-Unis ont développé une puissante arme secrète capable de provoquer des tempêtes, des cyclones, des séismes et des tsunamis en n'importe quel endroit du monde. Et quoi d'autre? 10e affirmation. Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et la NASA a fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l'atterrissage de la mission Apollo sur la Lune. Et quoi d'autre? 11e et dernière affirmation. Il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Et quoi d'autre? Bon, et puis ceux qui répondent la Terre plate, là. Arrêtez de troller, quoi. C'est pas sympa. Arrêtez. Donc ensuite, il y a un tableau sur l'adhésion à différentes théories du complot. Donc voilà, qui répartit en fait les gens en nombre de théories qu'ils croient. Et enfin, tout à la fin, il y a une dernière question. Le jugement sur le niveau de compromission du gouvernement français dans les attentats de janvier 2015. Question. À propos des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher de janvier 2015, avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d'accord? Il est certain que ces attentats ont été planifiés et réalisés par des terroristes islamistes. Des zones d'ombre subsistent et ce n'est pas vraiment certain que ces attentats ont été planifiés et réalisés uniquement par des terroristes islamistes.
Il s'agit d'une manipulation dans laquelle les services secrets ont joué un rôle déterminant. Bien entendu, comme tout le monde, on condamne le terrorisme. Les affaires comme les attentats à Charlie Hebdo sont effectivement épouvantables. Bien. Cela étant, nous avions dit, nous maintenons qu'un mouvement politique responsable, qu'un homme d'État doivent faire la part entre l'émotion et les motifs d'un côté, et puis la rationalité, et examiner les choses avec la hauteur de vue et le recul du temps nécessaire. Nous avions dit qu'il fallait d'abord pouvoir arrêter les personnes soupçonnées. Je rappelle que, normalement, tant qu'il n'y a pas eu de jugement, on n'a affaire qu'à des suspects, on n'a pas des gens qui sont coupables avant d'être passés en jugement, mais ça, toute la presse, semble-t-il, et la plupart des grands partis politiques ont oublié ce principe pourtant fondateur qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous disions qu'il faut arrêter les suspects vivants. Il faut absolument les arrêter vivants pour qu'ils passent à table, comme on dit. C'est-à-dire qu'on leur fasse dire où est-ce qu'ils ont été formés, parce que ça ne s'invente pas d'avoir une Kalachnikov. D'abord, il faut avoir la Kalachnikov. Il faut se la procurer, il faut avoir l'argent pour se la procurer, il faut avoir l'argent pour se procurer les munitions, il faut avoir également les munitions, il faut savoir utiliser tout ceci, et puis, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des séances de formation, il fallait remonter les filières. Bon, malheureusement, encore une fois, comme pour l'affaire de Mohamed Merah, l'affaire de Charlie Hebdo, on n'a pas pu, on a vu que les suspects sont sortis les pieds devant, et ils ont été tués. Pareil pour Koulibaly avec les assassinats qu'il a commis, semble-t-il, dans l'hypermarché cachère de la porte de Vincennes. Donc tout ça, c'est très fâcheux parce qu'on est dans le domaine des suppositions. Et alors, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les rumeurs, notamment sur Internet, dont il faut à la fois se défier. Toutes les rumeurs ne sont pas forcément fondées, mais il est quand même normal aussi que les gens s'interrogent. Heureusement. Parce que si on est dans un univers, et malheureusement c'est un petit peu ce vers quoi on s'oriente, où que dès que les pouvoirs publics ont donné une version officielle, tout le monde est prié de se taire et d'admettre que cette version officielle est la bonne, voilà, ça veut dire qu'on revient carrément au Moyen-Âge. Enfin, on revient avant l'époque des Lumières. Je rappelle que ce qui a fait la grandeur de la civilisation des pays d'Europe, c'est justement la capacité de tout remettre en cause et de faire que rien ne doit être accepté comme vrai tant qu'on ne l'a pas fait passer au crible de la raison. Et donc voici la fin de ce sondage sur Internet. Et je vous laisse par vous-même vous faire votre propre opinion sur François Asselineau. Est-il un complotiste? Selon les critères mêmes de Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch. Agite la théorie du complot. L'ancien secrétaire d'État dénonce un complot politique. Pour étayer la thèse du complot, il évoque un complot. Donc... Je m'excuse, le Watergate... Non mais il est ironique quand il dit qu'il n'y a pas complot. Pour dénoncer une sorte de complot politique. Je suis victime d'un complot, dit-il. Et les théories du complot. Il y a un complot. Il y a un complot international. Mais y a-t-il complot? Non. Y a-t-il mystère? Oui. Toujours le même refrain, complot, complot, complot. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!